Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à l'après-midi de clôture de l'International Academy session 2016. Donc cet après-midi de clôture commence par une conférence et suivie par une cérémonie. La conférence est ouverte au public, merci au public extérieur qui est ici. Et la cérémonie, elle, est plus privée entre les étudiants de l'International Academy et les enseignants, les intervenants, toutes les personnes qui ont participé à leur formation. Cette conférence est liée à un cycle d'études dans l'International Academy. Son thème est lié à un cycle d'études. Il y a donc des cours, des ateliers, des visites où ce thème est abordé. Parce que chaque année, nous avons une conférence finale qui donne une sorte de thématique de perspective à l'International Academy et qui est liée à un sujet d'actualité brûlant pour la société d'accueil où arrivent nos étudiants. Donc cette année, ce sujet est un sujet effectivement important, très important, brûlant, oui, pour la région, pour le pays et pour l'Europe. Donc c'est une façon pour vous de vous donner quelques clés pour entrer dans la société d'accueil. Voilà. Bienvenue donc dans l'amphithéâtre de l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous avez pu remarquer combien le lieu est prestigieux et intéressant architecturalement parlant. Donc l'ESJ, plus communément appelé ESJ par tous les Lillois, nous fait l'honneur d'accueillir cette conférence débat, donc dans le cadre de la cérémonie de clôture de la 5e International Academy, organisée par la communauté d'universités et d'établissements Lille-Nord-de-France, qui s'est déroulée cette année dans les locaux de Sciences Po. Alors 65 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui sur une terre qui n'est pas la leur. Espérant un monde meilleur, migrants et réfugiés fuient au péril de leur vie les guerres, la violence, le totalitarisme et la misère des pays où ils sont nés. En 2015, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, plus d'1 million de personnes ont traversé la Méditerranée pour rejoindre une Europe vacillante qui, sous l'emprise de la peur, a tendance à vouloir fermer ses frontières, reniant ainsi ses valeurs humanistes. La géopolitique mondiale s'est depuis longtemps invitée sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais, confrontant des situations humanitaires difficiles avec la réalité quotidienne des populations. Il est temps de réintégrer dans notre vocabulaire les mots solidarité et hospitalité, de faire tomber les murs et de considérer les réfugiés et les migrants comme un atout pour notre développement social, culturel et économique. Le défi est à la hauteur des enjeux humanitaires et politiques auxquels l'Europe doit faire face aujourd'hui sous peine de disparaître. Alors avec nous aujourd'hui pour en débattre, Catherine Witold de Wenden, à ma droite, juriste, sociologue, politologue, spécialiste des migrations internationales et directrice de recherche au CNRS, série Sciences Po. Catherine Witold de Wenden a été consultante pour divers organismes, dont l'OCDE, la Commission européenne, le HCR, le Conseil de l'Europe. Depuis 2002, elle préside le comité de recherche. Elle a présidé, bon voilà, petite correction. Le comité, voilà, tout d'un coup, le son change. On se retrouve dans une chambre d'écho. Là, c'est peut-être un peu fort. Il faudrait un réglage un peu plus précis. Donc, je disais qu'elle avait présidé le comité de recherche migration de l'Association internationale de sociologie, qu'elle est membre du comité de rédaction des revues Hommes et Migration, Migration Société, ainsi que de la revue Esprit. Juriste et politiste, elle a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France, et ses recherches comparatives portent sur les flux, les politiques migratoires et la citoyenneté en Europe et dans le monde. À ma gauche, il y a Villon du Bill, plus communément appelé ici Brice Villon, ce qui est plus facile à dire, certes. Il est directeur du marketing dans un grand groupe pharmaceutique. Il a publié « Loin des yeux de ma mère », un livre autobiographique où il raconte son enfance à Saïgon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, son odyssée d'ancien boat people et son intégration réussie dans la société française. Alors certains d'entre vous ont travaillé le sujet avec leur professeur Hugues Perdriau. Vous aurez donc la parole tout au long de nos échanges. N'hésitez pas à la prendre et surtout, si nous parlons trop vite ou si vous ne comprenez pas quelque chose, faites-nous signe, puisque bien évidemment cette conférence est la vôtre et nous la faisons pour vous. Alors si jamais quelque chose ne va pas, vous levez la main, vous dites stop, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, etc., etc. Je vais essayer de parler peut-être un peu moins vite. Voilà.
Alors commençons par une question de vocabulaire. Catherine Vittel de Wenden, même si le sujet a été abordé en cours, je pense qu'il faut le replacer dans son contexte pour tous ceux qui n'ont pas assisté au cours de Hugues Perdriau. Migrants, réfugiés, immigrés, quel est le mot juste pour des situations différentes, Catherine Vittel de Wenden? Alors en fait, c'est le migrant qui est le terme générique, comme on dit, le terme qui englobe toutes les catégories de migration. Et vous avez bien fait de rappeler qu'un migrant, c'est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays ou dans une autre région que là où il est né. Donc on a 740 millions de migrants internes dans le monde, dont 240 millions de migrants internes en Chine. Je pense que certains d'entre vous viennent de ce pays. Et puis on a 244 millions de migrants internationaux, dont 65 millions, comme vous l'avez rappelé, de réfugiés ou de gens qui sont en situation de migration forcée. Donc ça donne un peu la mesure du phénomène, qui n'est pas très importante puisqu'on a 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc les migrations internationales, simplement, c'est 3,5% de la population mondiale. Mais l'Europe est la première destination. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour faire simple, qu'un réfugié veut sauver sa vie et un migrant veut l'améliorer? Alors, le réfugié, ça fait partie des migrants. Il y a des migrants qui sont des travailleurs, il y a des migrants qui sont des étudiants, comme vous, s'ils restent pour une durée supérieure à 1 an. Il y a des migrants qui sont des gens du regroupement familial. Et puis, il y a les réfugiés qui sont des migrants forcés, comme on le dit. Souvent, on confond un peu celui qui le demande, qui est en situation de candidature, qui est le demandeur d'asile, et le réfugié statutaire, celui qui a obtenu le statut de réfugié de la Convention de Genève ou d'un autre statut. Et donc, on a souvent cette distinction, effectivement, entre le migrant volontaire et le migrant forcé. Ceci dit, aujourd'hui, la distinction est de plus en plus difficile à faire, puisque beaucoup de gens essayent d'avoir un statut de réfugié tout en voulant entrer sur le marché du travail, ou beaucoup de gens qui ont voulu entrer comme travailleurs essayent éventuellement aussi d'avoir le statut de réfugié. Donc ce sont les mêmes gens. Alors que quand on a défini ces catégories, qui sont des statuts juridiques différents, il y avait d'un côté le réfugié qui n'avait rien à voir avec le travailleur immigré, comme on disait, dans les années 60, et qui lui-même était très éloigné de l'étudiant étranger. Aujourd'hui, c'est souvent des catégories de plus en plus proches, d'une certaine façon, d'un point de vue sociologique. Mais alors c'est très compliqué pour leur attribuer un statut. Alors comment savoir si une personne fuit pour des raisons économiques ou des raisons politiques ? Si, parce qu'il y a des critères, si j'ose dire, très précis pour donner le droit d'asile. Le droit d'asile, il a été défini par la Convention de Genève de 1951 et qui définit essentiellement la catégorie de réfugiés par le fait d'avoir été persécuté ou d'avoir craint de façon fondée la persécution individuelle. Donc ça, c'est les critères de la Convention de Genève que l'on continue à appliquer en France. Et malgré un débat qui a été tout au long de l'année 2015, on n'est pas du tout généreux pour donner le statut de réfugié. En France aujourd'hui, malgré la crise syrienne, irakienne, etc., 31% des gens en 2015 ont obtenu le statut de réfugié. Donc c'est difficile et il faut définir la façon dont les choses se sont passées, définir si on a été persécuté, si on vient d'un pays en guerre, etc., pour obtenir le statut de réfugié. Donc c'est difficile. On a des gens qui ne sont pas encore réfugiés, qui sont les demandeurs d'asile, qui attendent leur statut, et puis des gens qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié, mais que malgré tout, on garde sur le territoire parce que la Convention de Genève prévoit qu'on ne peut pas renvoyer des gens vers des pays en guerre. Par exemple, les Afghans qui ne correspondent plus nécessairement aujourd'hui à des gens persécutés, mais qui néanmoins peuvent craindre dans leur région, pour des raisons familiales précises, une persécution. Donc on les garde. C'est pourquoi les choses sont beaucoup plus complexes qu'on a tendance à le penser. Alors Brice Vignon, un mot peut-être sur l'histoire de ce petit garçon de Saïgon au temps de la guerre du Vietnam et de sa venue en France dans le sillage des Boat People. Les Boat People, ça vous dit, vous êtes tous très jeunes, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Alors Brice. Oui, bonjour. En fait, je suis arrivé en 79 en tant que Boat People en Malaisie avant, et puis j'étais accueilli par la France ensuite. Voilà. Donc j'ai vraiment vécu cette histoire, les immigrants,
actuels, hein, avec leur nombre de personnes sur un petit bateau et naviguer, c'est vrai que sans vraiment du matériel et la nourriture dans une mer qui peut être très très dangereuse. J'ai également donc rencontré les pirates. Là, je ne sais pas, dans les immigrants actuels, est-ce qu'il y a les pirates? Lorsque j'ai quitté le Vietnam, le sud du Vietnam, sur la pointe de Cà Mau, en avril 1979, on essayait d'aller en Malaisie. Donc le bateau faisait 21 mètres de long. Alors, je ne sais pas si vous imaginez comment est le bateau, et on était 346 personnes. Donc personne ne bougeait pendant normalement 2 nuits et 2 jours, parce qu'on a prévu d'arriver en Malaisie en 2 jours et 2 nuits. On est arrivé comme prévu, sauf qu'à l'époque, il y avait trop de migrants. Du coup, on était arrêté par la marine malaisienne. On est monté sur un porte-avions. Et le soir, on nous a demandé de nous mettre dans le bateau, et on nous a fait repartir vers la mer, en pleine mer. Du coup, le voyage a duré 7 jours et 7 nuits. Et entre-temps, on a rencontré les pirates thaïlandais. C'est comme un film, avec les drapeaux de la tête de mort. Et ils ont plongé dans l'eau avec leurs couteaux, leurs haches, tout ce qu'ils ont. Et puis ils sont montés sur le bateau, ils ont tout cassé. Et ils ont tout pris de ce qui est visible. Parce qu'on peut encore quand même cacher les choses qu'on voulait. Voilà. Pour un petit garçon de 10 ans, c'était quand même une sacrée aventure, enfin c'était même un cauchemar. Alors avec le recul et votre arrivée en France, est-ce que le jeune Brice, qui ne s'appelait pas encore Brice d'ailleurs, c'était un réfugié ou un migrant? Alors pour moi, j'avais aucune idée, parce que c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans... Mais avec le recul, hein. Alors, avec le recul, je pense que c'est plus un migrant, puisqu'un enfant de 10 ans, on ne peut pas dire qu'on est persécuté par un régime ou par autre. C'est plutôt un migrant que les parents ont envie qu'il ait un avenir meilleur. Et je suis très content d'avoir choisi la France, parce que la France m'a choisi ailleurs également, parce que je trouve qu'on est très bien accueillis en France. J'ai pu bien intégrer la culture dans la société française, et surtout en tant que, entre guillemets, orphelin, j'ai pu acquérir une culture que si j'étais arrivé avec mes parents, je n'aurais pas, cette culture. Tout simplement, les booms. J'aurais pas cette culture que les booms quand j'étais ado, ou les colonies de vacances, parce que je connais beaucoup de familles asiatiques, ils n'envoient pas du tout leurs enfants en colonie de vacances, parce que pour eux c'est pas possible d'envoyer un enfant pendant 3 semaines sans les parents à côté. J'ai aussi beaucoup visité les musées, parce que tous les mercredis après-midi on n'a pas l'école. Du coup, on a les activités, donc j'ai pu faire beaucoup de choses. Donc là, c'est le côté positif. Le côté négatif, bien sûr, ma famille me manquait énormément, et j'ai réussi à trouver un bon équilibre. Alors vous avez dit, j'ai choisi la France, ou plutôt la France m'a choisi. Est-ce que vous pouvez juste rappeler comment ça s'est passé en fait, parce que vous auriez pu arriver dans un autre pays, mais c'est la France qui est allée chercher les réfugiés. Oui, je suis... Une autre époque. Quand le bateau est arrivé après 7 jours et 7 nuits de navigation, on n'avait plus de boussole, on n'avait plus rien du tout. Donc le bateau en fait naviguait sans moteur, sans rien, on suivait le courant de la mer. Et un jour, on a vu la terre ferme avec une belle plage de sable blanc. Tout le monde s'était dit, mais ça y est, c'est le Vietnam, ça nous est complètement égal, je me rappelle. Et tout ce qu'on voulait, c'était de rentrer sur la tête ferme et rentrer chez nous. Donc le bateau a foncé sur cette plage de sable blanc, et tout le monde a sauté dans l'eau. Pour ceux qui savaient nager, et ceux qui ne savaient pas nager, c'était les autres qui aidaient. Les autres, moi, je ne savais pas nager. Donc c'était mon cousin qui était venu avec moi. On a le même âge, qui savait nager, qui m'a aidé à descendre du bateau.
On est resté sur cette plage et on voyait la police qui arrivait. Donc là, c'est là qu'on a réalisé qu'on est en Malaisie, parce que là, ce sont les polices malaisiennes. On nous a installé les barbelés tout autour et on est resté un mois sur cette plage et on trouvait nous-mêmes notre nourriture parce qu'il n'y avait pas l'aide de la Croix-Rouge encore. Un mois après, on est parti dans un camp de réfugiés, mais provisoire. Donc, c'est en pleine dans la jungle. Fallait couper du bois, fallait construire soi-même un abri pour dormir. Et quelques mois après, la première, déléguée Croix-Rouge qui arrivait dans le camp, c'était le délégué français. Donc les adultes qui nous a dit c'est pas la peine de perdre votre temps dans un camp, partez en France, puisque les conditions d'accueil à cette époque c'était que pour les enfants sans parents, le moins de 10 ans, on pouvait partir en France sans condition. Et c'est là que mon cousin et moi on a rencontré la Croix-Rouge française et on est parti en France. Alors Catherine Vittel de Venden, des boat people vietnamiens à ceux de Lampedusa en 2013, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui d'être réfugié de guerre en Europe, alors qu'en 1979, la France s'est mobilisée pour les boat people, relayés par des intellectuels, dont Jean-Paul Sartre? Effectivement, c'est une très bonne question, merci. Alors, à l'époque, c'était encore les suites de la guerre froide. La fin de la guerre du Vietnam, c'est encore l'affrontement entre le bloc communiste d'un côté et le bloc occidental de l'autre. Et les pays occidentaux, donc certains pays européens, les États-Unis, le Canada, se sont, entre guillemets, partagés les réfugiés du Vietnam pour montrer au monde entier l'image positive du monde occidental face au communisme. Donc il y avait cette dimension qui était très très importante. Il y avait une dimension politique dans le fait d'accueillir des réfugiés. Aujourd'hui, les gens qui arrivent, d'abord ne sont pas tous des réfugiés, certains le sont, mais pas tous. Mais d'autre part, disons qu'il n'y a plus cette division du monde en deux blocs. C'est beaucoup plus complexe que cela, comme on le voit avec l'actualité. Et donc, beaucoup de pays, notamment européens, considèrent que c'est un fardeau, que les réfugiés, ils sont obligés d'accueillir des réfugiés parce qu'on a signé la Convention de Genève de 1951, et tous les pays européens sont obligatoirement signataires de la Convention de Genève, y compris ceux qui sont entrés récemment dans l'Europe, comme les pays de l'Est. En revanche, ils ont beaucoup de réticence à accepter des nouveaux venus, parce que l'opinion publique en Europe a du mal à accepter l'immigration. L'Europe, c'est la première destination migratoire dans le monde en termes de flux, mais les Européens ont du mal à accepter cette réalité. Et le débat, il est lié à ce phénomène-là. Alors je rappelle qu'à l'époque, il y a 120 000 personnes qui ont été accueillies par la France de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, ça vous dit quelque chose pour les plus jeunes? Bon. Bref, il faudra réviser votre cours d'histoire. Je rappelle aussi que Bernard Kouchner, c'est peut-être un nom que vous connaissez aussi, c'est au moment de la crise des boat people qu'il y a eu un coup de projecteur qui a été jeté sur Médecins sans frontières, mais qui a eu toute une crise à l'intérieur de Médecins sans frontières. Et c'est à l'occasion de la crise des boat people que Médecins du Monde a été fondé par Bernard Kouchner. Donc les boat people en France, tout le milieu intellectuel s'y est intéressé. Et c'est peut-être la différence aujourd'hui où là, notre milieu intellectuel est peut-être un peu plus en berne. Alors, moi j'avais envie quand même de vous poser cette question de comment on peut expliquer l'indifférence de l'Europe. Vous avez dit tout à l'heure effectivement que l'Europe s'en préoccupe peu. Mais devant des drames humains à grande échelle, parce que quand il y avait des boat people, certes il y avait la guerre froide, mais il y avait surtout des gens, c'est ce que dit Sartre à l'époque, je me préoccupe pas politiquement de si le Vietnam est de mon côté ou pas, et clairement il n'était pas du côté des gens qui l'allaient sauver, mais c'est un drame humain, alors je suis là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là en Méditerranée pour le drame humain, ou en tout cas nous sommes peu là, et la guerre de Syrie finalement ne nous bouge pas plus que ça. Effectivement, aujourd'hui, je vous dis, les Européens sont très réticents à l'idée d'être dans un continent d'immigration.
Mais en même temps, on est un petit peu là quand même. Je prends l'exemple de Lampedusa, puisque vous avez pris cet exemple. L'île de Lampedusa, elle est tout près de la Tunisie. Je vais essayer de la retrouver là. Vous voyez, elle est plus près d'ailleurs de la côte tunisienne que de l'Europe. C'est l'île sicilienne la plus au sud de l'Europe. Et Lampedusa a vu défiler, pas depuis l'année dernière, mais depuis 10 ans, des afflux de boat people en Méditerranée, des gens qui traversent de la Libye vers la Sicile ou de la Libye vers, par exemple, d'autres pays. Je vais vous montrer. Vous voyez, la Libye, c'est très grand comme pays et il y a beaucoup de côtes en Méditerranée. Il y a beaucoup de trafic et donc on peut arriver soit à Lampedusa, soit en Grèce, soit à Malte, etc. Donc, l'Italie, en 2013, il y a eu plusieurs fois des naufrages, dont 2 naufrages en septembre 2013, 2 fois 400 personnes mortes en Méditerranée. Et à l'époque, la réponse européenne, la réponse de Frontex, qui est une agence qui contrôle les frontières, c'était oui, mais notre travail, c'est de contrôler, c'est pas de sauver les gens. Et l'Italie a décidé toute seule, en 2013, de créer une opération de sauvetage qui s'appelle Mare Nostrum. Et en 1 an, l'Italie a sauvé 146 000 personnes en Méditerranée, arrivant devant les côtes italiennes, pas simplement Lampedusa, mais d'autres arrivées dans le sud de l'Italie, par exemple. En Grèce également, on a eu l'essentiel de l'afflux aujourd'hui des Syriens. Alors la Grèce est très critiquée parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est endettée, etc. Mais le pays a fait quand même beaucoup d'efforts, notamment sur les îles. Et c'est vrai aussi pour Lampedusa. Toutes ces îles de la Méditerranée sont des îles qui vivent du tourisme aujourd'hui, et un petit peu de la pêche, mais surtout du tourisme. Être une île, souvent petite, assez pauvre, vivre du tourisme, et en même temps voir des afflux de nouveaux venus, c'est très difficile, parce que ça peut ruiner le tourisme. Donc ils sont dans une sorte de contradiction entre d'un côté accueillir les touristes à bras ouverts, et de l'autre côté... disons, faire le minimum, mais quand même accepter ces gens qui sont naufragés en les accueillant, mais de façon plus discrète, parfois invisible. Et donc ça, c'est un des grands dilemmes des pays du sud de l'Europe. Si j'ose dire, les pays du sud de l'Europe, notamment l'Italie et la Grèce, qui ont été les plus touchés par ces fameux boat people modernes, sont les pays européens qui ont fait les plus gros efforts en la matière. Alors, selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, en 2015, il y a eu 36 000 migrants qui se sont noyés en Méditerranée. Et en 2016, oui, les chiffres... Non, entre 2000 et 2015, oui, 36 000 migrants. Voilà. Et donc, en 2016 jusqu'en août, il y avait déjà 2700 personnes, ce qui fait 16 morts par jour, pour prendre la mesure du drame. Alors peut-être avant de continuer sur le sujet, je vais vous demander, je vais vous donner la parole. Si vous avez des questions, des réactions sur ce qui vient d'être dit, vous pouvez intervenir, poser des questions ou réagir simplement, même si c'est pas une question. C'est le moment ou jamais. Donc, dans un premier temps, il y a toujours un grand silence, mais après, je sais que certains d'entre vous ont préparé le sujet, donc j'attends vos questions, réactions. Oui, Brice. François, je vais rajouter que moi, dans ma famille, j'ai un oncle et une cousine, un cousin qu'on n'a jamais eu de nouvelles depuis 1978. Donc, on considère qu'ils sont noyés, en fait, dans la mer de Chine. Et on entend également les familles entières qu'on n'a jamais de nouvelles. Ça veut dire que ce drame ne date pas d'aujourd'hui. Non. Il a changé de région là pour l'instant, mais il y a aussi avec le Cambodge et la Thaïlande, il me semble. Le Cambodge et la Thaïlande, en fait, le Cambodge, c'est plus à pied pour aller en Thaïlande, et puis le plus par le fleuve du Mekong. Mais pour ce qui est Boat People du Vietnam, il y a 1 sur 2 qui arrive. Ah, effectivement, ça fait pas beaucoup. Alors, des questions, des réactions, je voudrais bien voir des mains se lever. Non, en fait, pour moi, c'était assez amusant de partir et de prendre le bateau.
avec tout le monde, sans mes parents. Et c'est au bout d'une semaine, quand je suis arrivé en Malaisie, que je commence à réaliser que voilà, mes parents ne sont pas à côté de moi. Les gens ne s'occupent pas de vous. En fait, chacun s'occupe de soi dans les situations pareilles, dont on est un peu abandonné et on doit se débrouiller tout seul. Et c'est là on réalise que comment les parents sont importants quand ils sont présents et comment les gens sont égoïstes. C'est ce que moi j'ai appris et qu'il faut se débrouiller comme on peut pour survivre. Ça, c'est la vraie leçon. Par contre, évidemment, à 10 ans, c'est quand même probablement un choc. Je voudrais justement rappeler que dans la jungle de Calais, il y a 865 enfants, dont 78% sont seuls, donc comme Brice quand il était sur son bateau. Et aujourd'hui, à Calais, le plus jeune a 8 ans. Donc voilà peut-être quelque chose qui peut aussi vous faire réagir. Merci pour votre question. Alors, d'autres questions ? Alors, j'ai déjà travaillé 2 fois au Vietnam, une fois en 1994 pour mon service militaire. En fait, en France, on peut faire son service militaire à l'époque en entreprise. Donc, ça s'appelle la coopération. Donc, j'ai fait 16 mois de service militaire au Vietnam. Ensuite, je suis resté travailler jusqu'à 1997. La deuxième expérience que j'ai eue, c'est en 2001. Donc, je suis retourné encore travailler au Vietnam, toujours pour les laboratoires français. Je suis resté seulement 1 an au Vietnam. Pour le moment, je suis en contact souvent avec le Vietnam. Je vais souvent au Vietnam pour le travail, surtout dans le médical. Par contre, je n'ai pas envisagé de vivre et d'aller retourner vivre au Vietnam parce que je trouve que c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans un pays aussi riche culturellement en France et puis en même temps profiter aussi de cette culture vietnamienne en France et au Vietnam. Donc pour le moment, je suis très très content de ma vie en France. Je n'ai pas du tout prévu de retourner vivre au Vietnam. En fait, on est bien en France. Une dernière question-réaction pour maintenant, avant d'aborder la suite de notre rencontre. Ce qu'il faut voir, c'est que la décision de quitter l'Union européenne n'a été votée qu'à une très très faible majorité au Royaume-Uni et que les plus diplômés, ceux qui étaient les mieux insérés dans la vie professionnelle, sont très inquiets des conséquences d'avoir quitté l'Union européenne. En matière de migration, ça ne va pas changer grand-chose d'ailleurs, même pour Calais, c'était une des questions que se posaient les associations à Calais, parce que la difficulté de Calais, ce n'est pas le fait que l'Angleterre soit ou pas dans l'Union européenne, si j'ose dire, c'est qu'elle ne soit pas dans Schengen. Et on parle des frontières, qui est un des thèmes de cet après-midi. La frontière de l'Europe, elle se fait autour des fameuses frontières de Schengen. Si vous êtes venu comme étudiant, on vous a demandé si vous aviez un passeport Schengen pour 3 mois ou un passeport plus long, etc. Et donc l'Angleterre, considérant que ces îles les protègent mieux du contrôle des frontières que Schengen, qui est la libre circulation intérieure des Européens et le renforcement des frontières extérieures, ne sont toujours pas dans Schengen. Ils le seront encore moins avec le Brexit. Et donc, il faudra que la France continue, malheureusement, sauf s'il y a un accord très vigoureux, à faire la police pour le compte de la Grande-Bretagne. Des gens qui sont entrés en France de très loin, d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, de l'Irak, etc., et qui veulent entrer en Angleterre. Donc ça règle rien. On a vu d'ailleurs avec des pays d'Europe centrale et orientale il y a 1 an qui voulaient fermer leurs frontières, que ça n'a rien résolu en la matière parce que les migrants contournent. Si on ferme la frontière, par exemple entre la Grèce et la Macédoine, les gens vont passer par la Bulgarie, etc. Donc il y a toujours des formes de contournement. Ça ne résout rien.
Alors donc, je ferme la parenthèse des questions pour l'instant, qui sera rouverte dans quelques instants après un échange de questions. Alors justement, d'où viennent en majorité ces migrants qui arrivent aujourd'hui en Europe ? Alors, ça dépend s'il s'agit de migrants de travail ou migrants de réfugiés. Alors, d'une part, il ne faut pas oublier que la moitié des migrations en Europe sont des gens qui ont le droit d'entrer, ce qui est assez, comme on dirait en français, une vérité de la palisse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va de soi, mais on l'oublie. La plupart des gens qui sont en Europe, c'est des gens qui, comme vous, sont entrés légalement, soit comme étudiants, soit comme Européens ayant le droit de travailler, de vivre et de traverser les frontières de l'Europe, soit également comme gens qui ont obtenu le statut de réfugiés, etc. Donc la plupart des flux, heureusement d'ailleurs, sont des flux légaux, de gens qui entrent, dont la moitié d'Européens. Autre élément également, les nouveaux entrants sont soit des gens qui veulent venir pour travailler, qui viennent de pays où il n'y a pas de travail. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays africains, par exemple, chez les jeunes, il y a 40-50% de chômage, même chez les diplômés, donc c'est dramatique. Donc on a tous ces pays qui viennent chez nous, qui sont des pays comme par exemple beaucoup de pays qui viennent en France, des gens qui viennent de pays francophones, par exemple, d'Afrique, qui peuvent être le Congo, qui peuvent être le Cameroun, qui ne sont pas nécessairement des pays pauvres, mais des pays où il n'y a pas d'emploi, notamment pour les jeunes. Ces gens sont jeunes dans l'ensemble. Et puis, on a des réfugiés qui viennent de pays en guerre, c'est-à-dire de pays comme essentiellement aujourd'hui la Syrie. L'essentiel des flux de l'année dernière, c'était des Syriens pour l'ensemble de l'Union européenne. Ensuite, on a l'Irak, également en guerre, comme on l'entend en permanence dans les réseaux d'information. Il y a également l'Afghanistan, parce que la guerre en Afghanistan a créé 6 millions de personnes qui ont quitté leur pays. Mais quand ils reviennent, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Ils repartent travailler soit dans le pays d'à côté qui est l'Iran, soit ils repartent vers l'Europe. Et puis également des pays comme le Soudan, qui est un pays très pauvre et également en crise, ou alors l'Érythrée, qui est en guerre depuis des années. Donc ce sont des pays en guerre. Et ces nouveaux flux sont des gens du Sud, essentiellement une migration du Sud, et notamment du Moyen-Orient, du Proche-Orient et d'Afrique. Mais alors, on a l'impression qu'ils vont tous en Europe, mais en fait, pas du tout. C'est la Turquie qui accueille le plus de réfugiés. Exactement. La Turquie est le premier pays d'accueil aujourd'hui de cette crise des réfugiés. Aujourd'hui, la Turquie a accueilli plus de 3 millions de gens qui viennent de Syrie. Donc 3 millions, c'est beaucoup. Et 1 million au Liban, qui a 4 millions d'habitants. Donc nouvelle arrivée sur une population petite quand même, est un réfugié, et la Jordanie 600 000. Donc la Turquie a accueilli beaucoup, puisqu'il y a 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays et 7 millions qui ont quitté leur domicile mais qui sont encore en Syrie. Donc la moitié de la population syrienne est en migration interne ou internationale. Donc c'est une catastrophe humanitaire, comme l'Afghanistan. Et donc la Turquie a accueilli beaucoup, et donc la Turquie est un pays qui demande, à laquelle l'Europe demande de garder ces gens chez elle. Et donc, en échange, la Turquie a demandé, dans un accord du mois de mars dernier, d'une part 6 milliards d'euros pour accueillir tous ces réfugiés, pas seulement des Syriens, mais des Irakiens, des Afghans, etc. Également, elle a demandé la suppression des visas pour les Turcs vers l'Europe, et elle a demandé la reprise des négociations de la candidature turque à l'Union européenne. Comme l'Europe demande beaucoup à la Turquie demande beaucoup à l'Europe. Alors du coup, sauf que c'est pas une bonne idée, parce que c'est pas une solution durable compte tenu des récents problèmes qu'on a vus en juillet avec Erdogan et sa manière de traiter le coup d'État. Alors, donc comment ça va se passer ? Certains disent que l'Europe s'humilie, c'est-à-dire gâche son image, à demander à la Turquie de faire à sa place le contrôle des frontières. Ça revient un petit peu à ça. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à la Turquie ? Parce que la Turquie est voisine, comme vous le voyez sur la carte, de la Syrie. Donc c'est là que sont arrivés l'essentiel des flux. Donc la Turquie est le dernier verrou avant les frontières ouvertes à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire avant la Grèce. La Turquie n'est pas un pays considéré comme totalement respectueux des droits de l'homme, d'une part.
d'autre part, l'évolution de la situation en Turquie, de plus en plus autoritaire, etc., ne donne pas que des gages positifs pour confier à la Turquie le soin de gérer l'asile. En plus, la Turquie, mais ça on entre dans un sujet complexe, la Turquie a signé la Convention de Genève sur l'asile, donc à la différence de beaucoup de ses voisins dans cette région du Proche-Orient, mais a émis, ce qu'elle a gardé d'ailleurs, peut-être c'est sage, une réserve géographique uniquement pour l'Europe, c'est-à-dire qu'elle ne donne le droit d'asile pour l'essentiel qu'à des Européens. C'était du temps de la guerre froide, hein, mais elle est restée sur ce cas de figure. Et donc, la plupart des Syriens qui sont en Turquie n'ont pas le statut de réfugiés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de garanties offertes par la Turquie pour les gens qui sont accueillis, mais elle accueille, c'est vrai, personnes, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des pays européens. Même l'Allemagne, qui a fait un très gros effort, n'a accueilli qu'1 million de personnes. Justement, à propos d'Allemagne, Angela Merkel a dit ce que personne ne veut entendre. Quand il s'agit d'exporter, on comprend ce qu'est la globalisation, mais soudain, la guerre en Syrie s'invite chez nous. L'isolement n'est pas une solution, c'est une illusion. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'effectivement, elle a raison. Elle a raison d'avoir cette attitude qui est contraire à celle de la plupart des pays européens, qui a consisté, même si elle a risqué finalement sa majorité politique et sa crédibilité vis-à-vis d'une partie des Allemands, elle a raison de réaffirmer le droit d'asile. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est un pays qui a très fortement soutenu le droit d'asile, qui est le premier pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe depuis 1945, pas seulement depuis la guerre actuelle en Syrie, et que d'autre part, l'Allemagne a un problème de vieillissement de sa population particulièrement fort, et a compris qu'à travers ces gens qui venaient, qui étaient des réfugiés, il y avait aussi derrière des enfants, il y avait aussi des gens qui pouvaient entrer sur le marché du travail, des qualifiés, des moyennement qualifiés et des non qualifiés, et que ça pouvait être un atout pour l'Allemagne si elle savait insérer ces personnes convenablement. Donc je pense que c'est une vision d'avenir qui contraste avec la vision de très court terme, très liée à l'opinion publique, qui a été celle des autres pays européens. Et notamment de la France. Oui. Brice Vignon, quel est votre avis sur ce que dit Angela Merkel ? L'isolement n'est pas une solution, c'est une illusion pour l'Europe. Moi, je suis d'accord avec elle également, parce que je pense que l'immigration est positif en fait pour les pays s'il y a une bonne gestion de l'immigration. Ça apporte une culture que nous ne connaissons pas. Je dirais par exemple, je ne connais pas la France avant 1975, mais je pense que les Français sont très contents d'avoir une culture riche, une culture asiatique riche actuellement, à Paris surtout, et puis aussi une culture gastronomique. Alors, c'est pas une culture, mais la gastronomique asiatique. Si, c'est une culture. Donc, sinon, on n'aurait pas connu les nems ou les bansais ou les feux dans ces quartiers-là. Parce que on peut imaginer le 13e, le quartier chinois qu'on dit souvent. S'il n'y a pas ces immigrants, peut-être que le quartier sera mort et il n'y aura pas la création de ces emplois et de ces commerçants. C'est tout l'aspect économique qui est fondamental. Alors, peut-être justement vos questions, vos réactions sur l'isolement que prône un petit peu la France et l'Angleterre d'ailleurs par rapport aux migrations et ce qu'en dit Angela Merkel, donc que c'est une illusion. Oui, là-bas. Catherine Vittel de Wenden. Alors, de toute façon, la frontière, elle est tout le long de la côte, par définition, puisqu'il s'agit pour l'Angleterre de préserver ses côtes, puisque c'est sur ces côtes que se situe la frontière, et donc en amont, en France, puisque la France, comme vous le voyez sur la carte, est le pays avec la Belgique le plus proche des côtes anglaises. Donc ça ne changerait rien, sauf qu'il y aurait des campements qui s'installeraient, et Calais, c'est le plus facile, parce qu'il y a beaucoup d'activités transmanches, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de voitures qui vont pour des raisons touristiques ou pour du commerce, des camions qui vont en Angleterre, il y a l'Eurostar, il y a toute une des containers, etc. Il y a une activité intense, et donc plus il y a d'activité, plus il y a de tentations pour les migrants d'emprunter ces moyens de transport
pour traverser la Manche. À Tourcoing, il faut déjà arriver jusqu'à la côte, etc. Donc c'est moins simple. Tandis que quand on est sur le bord de l'eau du côté de Sangatte, c'est vrai qu'on voit l'Angleterre de l'autre côté. Donc il y a l'idée, qui peut être fausse, mais qui est quand même en partie vraie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent aussi à passer clandestinement, que l'on va passer en Angleterre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer la jungle de Calais à Douvres, par exemple? C'était un peu ça l'idée de la question du monsieur. Non, parce qu'il n'y aurait pas de jungle, les gens veulent aller à Londres, donc ils ne vont pas s'installer. Oui, mais les Anglais ne les laisseraient pas passer. Ce que je veux dire, c'est juste déplacer la frontière, en fait. Oui, mais en fait, la frontière, c'est mettre le pied sur le territoire britannique. Donc c'est ça la frontière en réalité. Et la frontière, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à avoir de visa. Ce que je voulais vous montrer, c'est une carte qui est très intéressante, qui a été faite par le monde diplomatique, qui voyage le plus facilement sans visa. Et ça dépend de votre nationalité. En réalité, vous devez en faire l'expérience quand vous voyagez comme étudiant. Si vous êtes européen, vous pouvez circuler pour 3 mois librement, sans visa, dans 173 pays. Si vous êtes russe, dans 92. Si vous appartenez à un pays en guerre, vous pourrez peut-être compter les doigts de la main pour les pays où vous pouvez circuler. C'est le cas des Afghans, des Irakiens, etc. Donc tous ces gens-là, ils ne peuvent pas obtenir de visa. Donc la réalité, c'est qu'ils sont bloqués. Après, disons, le dernier centimètre de la côte française, et ils ne peuvent pas mettre le pied sur le territoire britannique. Donc si on les envoyait à Douvres, par exemple, ce qui a été envisagé en disant les Anglais, ils nous font faire le travail à leur place et nous on paye en termes de vote d'extrême droite le fait que les gens soient à Calais, ce qui n'est pas complètement faux, eh bien, ils seraient refoulés sur le territoire français ou belge. Bon, donc la question est réglée. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Ah, voilà, c'est ça, par ici. Déjà, je dirais qu'il faut accepter la réalité, c'est-à-dire l'Europe est une grande terre d'immigration, ce qui n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, hein. Mais les gens ont du mal à l'accepter. Ils n'ont pas construit leur imaginaire sur cette idée-là, hein. Ça, c'est très important. Quand on a construit l'image de la France et de l'État français, on n'a pas intégré le fait que cette France, elle était très multiple, elle était constituée de gens qui avaient des origines très différentes. Par exemple, il suffit de regarder ici, dans cette région, mais dans beaucoup d'autres aussi en France, on a des gens qui sont d'origine polonaise, qui sont d'origine d'un pays du Maghreb, qui viennent de Belgique, etc., plus les gens de Calais, mais il y a beaucoup des Vietnamiens aussi, par exemple, et quelques autres origines. Donc les gens ne se représentent pas la réalité comme ça. Ils croient que tout le monde est enraciné dans un territoire qu'il n'a jamais quitté. Et c'est parce qu'on a enseigné, on a inventé l'histoire de France de cette manière-là, hein, dans presque tous les pays européens. Donc ça, c'est une première réalité. Et donc accepter la réalité, première chose. Deuxièmement, respecter les droits. On a des quantités de législation, on en a parlé, le droit d'asile, il faut respecter le droit d'asile. On l'a signé, on est, comme beaucoup de pays européens, mais plus particulièrement en France, on est le pays dit des droits de l'homme, hein. On a inventé la définition des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, donc il faut les respecter. Ça, c'est la deuxième chose. Donc ça, c'est une deuxième obligation. Ensuite, on peut réfléchir sur les migrants qui vont sur le marché du travail être les plus utiles par des politiques de travail plus ou moins développées selon les pays, en fonction de la démographie, etc. Mais déjà, si on accepte la réalité, qu'on respecte les droits et qu'on réfléchit aux migrations de travail les plus utiles, on aura fait un progrès considérable par rapport à la politique actuelle de la France, mais aussi de la plupart des pays européens. On en est très loin. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Faut-il ouvrir les frontières ?» Et je dis que oui, d'une certaine façon, parce que plus les frontières sont fermées, plus on aggrave les lignes de fracture. C'est-à-dire que si, ce que je disais tout à l'heure quand on a déjeuné ensemble pour préparer cet après-midi, je disais ce serait dramatique s'il n'y avait pas de migration. D'une part, les gens vieilliraient entre eux, surtout en Europe, et d'autre part, il y aurait des frustrations et un manque d'échange qui serait un appauvrissement considérable
considérable que beaucoup de gens qui veulent fermer les frontières ne mesurent pas. La migration, c'est un facteur de développement économique, et tous les travaux qui ont été faits là-dessus le montrent, mais c'est de développement culturel, la diversité, etc. La plupart des grandes villes de France, mais aussi du monde, sont des villes multiculturelles. Et Lille, par exemple, l'est, mais comme d'autres, une ville qui n'est pas multiculturelle n'est pas très attractive. Elle est un petit peu dans son jus, comme on dit en français. Mais ce n'est pas nécessairement les villes les plus en expansion en France. Donc la migration, c'est un facteur de développement humain, déjà dans les pays de départ, mais aussi dans les pays d'accueil, si on sait bien la gérer. Et aujourd'hui, on dit multiculturel. Avant, on disait cosmopolite. Voilà, c'est un mot plus contemporain. Françoise, en fait, je vais partager l'expérience que j'ai eue aussi en Malaisie en 79, qui est pour moi presque identique à la situation au Calais, avec les gens qui voudraient aller en Angleterre. Quand on est arrivé dans le camp provisoire, il y avait déjà les gens qui sont déjà installés, et ces gens-là, ils ont un rêve américain. Ils ont envie d'aller aux États-Unis. Donc, il y avait beaucoup de pays d'accueil, je pense, qui arrivaient après, la Suède, la France, la Belgique, le Canada ou autres. Mais dans leur tête, ils voudraient aller aux États-Unis. Du coup, ils perdent leur temps dans un camp, ils s'installent, et après, ils ont du mal à quitter et commencent à créer leur vraie vie, mais qui n'a pas l'avenir dans un camp pareil. Donc, je pense que c'est quand on est immigrant et quand on est réfugié, il faut arriver dans un pays d'accueil, quel que soit le pays d'accueil, s'intégrer, trouver du travail, que les enfants puissent aller faire les études et voir l'avenir plus positivement, plutôt que de s'entester en disant « je voudrais aller dans cette destination ». Ce n'est pas le paradis non plus. Certes. Merci de ce témoignage. Donc, une dernière question avant que l'on continue, ou une réaction peut-être. Je ne sais plus, là ça ne se lève pas à droite. S'il y avait un doigt qui s'est levé. Non, j'ai beau... Ah, voilà, un t-shirt, une chemise bleue. Alors, pour répondre à votre question, quand je suis arrivé en France, on m'a mis dans un foyer qui s'appelle le foyer Adolphe Chariot à Vitry-sur-Seine. Et c'est là, on est organisé par 3 foyers, foyer A, foyer B, foyer C. Foyer A, c'est pour les écoles primaires. Après, B et C, c'est pour les collèges. Donc, B, c'est pour les garçons et C, c'est pour les filles. Et dans ce foyer, à l'époque, il y avait quand même pas mal d'immigrants, donc de l'Indochine, Laos, du Cambodge et du Vietnam. Et l'administration pensait qu'on a envie de se retrouver ensemble et nous mettre tout le temps ensemble. Et moi, je me battais pour qu'on puisse s'intégrer avec les autres Français, parce qu'il y avait d'autres Français et d'autres réfugiés également, afin qu'on puisse partager notre expérience, notre vie. Et je pense qu'on peut prendre, pour moi, je suis quelqu'un de très optimiste, je prends toujours le positif du côté asiatique et le positif du côté français, et je le mixe et je trouve un bon équilibre. En France, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas du racisme, il y en a toujours, mais il faut savoir les ignorer. Et au Vietnam, pareil, même si les gens nous prennent pour un étranger, on les ignore, on va leur apporter une valeur ajoutée, et c'est là qu'ils vont nous accepter. Donc je trouve que l'avantage d'avoir deux cultures, c'est de pouvoir potentialiser, donc prendre les meilleurs, les deux, et les apporter comme une vraie valeur ajoutée. Rester positif, ça me paraît une bonne leçon pour tout le monde. Alors Catherine Vittel de Venden, est-ce que vous pensez que l'espace Schengen vit ces derniers jours, compte tenu du fait que les contrôles ont été rétablis aux frontières dans pas mal de pays, en France donc, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, à Malte, en Autriche, et surtout que les anciens pays de l'Est refusent des musulmans sur leur sol? Alors, en fait, ces contrôles, ils sont provisoires, puisque selon le code de Schengen,
en situation de crise, ce qui a été le cas ces derniers mois au cours de ces périodes, et même avant, avec les révolutions arabes, la France avait commencé à fermer sa frontière avec l'Italie, par exemple, il ne faut pas l'oublier, à Vintimille en 2011, et puis à nouveau en 2015, et puis beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale, comme la Hongrie l'année dernière, la République tchèque, ont fermé leurs frontières, également la Slovaquie, la Pologne, etc. Donc il y a eu une sorte de frilosité vis-à-vis de l'accueil des réfugiés et une sorte de manque de confiance dans le système Schengen. Mais le système Schengen, il a aussi beaucoup d'aspects positifs, il ne faut pas l'oublier. Si pour nous, Européens, c'est fantastique de pouvoir vivre à l'intérieur de l'Europe, circuler sans beaucoup de contrôle d'identité, aller travailler dans un autre pays européen, s'installer dans un autre pays européen. C'est un facteur essentiel de croissance, mais d'ouverture d'esprit aussi. Et Erasmus, il y a des tas de très bonnes innovations qui sont liées à la facilité de circulation, la facilité aussi de la monnaie, l'euro, qui sont un élément de circulation dans l'espace européen. Donc ce côté-là, à mon avis, est un côté extrêmement positif. Le seul problème, c'est qu'il s'est accompagné de l'aspect négatif qui a été une sorte de crispation de l'Europe sur le contrôle des frontières avec Schengen. Mais je pense que Schengen n'est pas mort, parce que même si certains pays européens n'ont pas confiance et veulent fermer leurs frontières, je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois avant soit de quitter l'Union européenne, comme l'ont fait les Anglais qui semblent regretter, soit de quitter le système Schengen, parce qu'ils verront que ça mettrait au chômage déjà des tas de gens. Ici, on est peut-être dans une région où peut-être certains ne vont pas travailler en Belgique, mais peut-être d'autres le font. Mais si vous êtes en Lorraine, qui est une autre vieille région industrielle en France, beaucoup de gens vont travailler au Luxembourg. Dans le Jura, ils vont travailler en Suisse. Et puis, on a beaucoup de commerces sans avoir les contrôles. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ce qui était le cas dans mon enfance, les passages de frontières. Aller en Espagne, le 31 juillet, c'était une journée entière au poste de frontière. Si vous reveniez de Suisse, on vous démontait la voiture pour savoir si vous n'aviez pas acheté une montre, simplement, etc., etc. Les camions, ça n'en finissait pas de contrôler tout ce qu'il y avait dedans. Donc c'était inimaginable, ça bloquait tout. Économiquement, c'était une horreur absolue. Et donc je pense que même ceux qui proposent de fermer les frontières n'ont peut-être pas à l'esprit toutes les conséquences que ça pourrait avoir, et ce serait la mort économique de quantité de régions frontalières. J'en passe sur les Alsaciens qui vont aussi travailler parfois en Allemagne, etc. Heureusement qu'il y a ça. Parce que dans les régions où il y a eu beaucoup de chômage et de désindustrialisation, heureusement qu'il y a eu les pays étrangers pour proposer à ces frontaliers, comme on les appelle, de pouvoir travailler de l'autre côté de la frontière. Et le fait qu'elle n'existe plus est un atout considérable. Est-ce que vous n'avez pas pourtant l'impression que l'Europe est morte dans la boue de Calais ? Elle a failli mourir, mais elle n'est peut-être pas complètement morte, j'aurais tendance à dire, parce que c'est vrai que les valeurs européennes ont été fortement secouées, notamment les valeurs de solidarité. Une des valeurs essentielles, il y a les droits de l'homme, bien sûr, la démocratie, qui est une valeur commune aux pays européens, mais aussi la solidarité entre les pays européens. On finance le développement de régions qu'on ne connaît pas toujours très bien, mais qui sont dans des pays européens, qui font partie de l'Union européenne. Donc, et aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu un manque de solidarité entre les pays européens, ça a montré la fragilité de l'Europe, à cause de la montée des sentiments de souverainisme, c'est-à-dire on dit il faut que tout soit fait au niveau de l'État, et également de refus des réfugiés. Et donc, effectivement, les valeurs européennes ont été très fortement ébranlées avec la crise de l'accueil des réfugiés. Bon, restons optimistes sur l'avenir. Donc le monde se couvre de murs anti-migrants. J'ai l'impression qu'il y en a plus de 65 aujourd'hui dans le monde, dont certains datent d'une vingtaine d'années, pas d'aujourd'hui. Je rappelle la barrière entre le Mexique et les États-Unis. Mais on ne peut pas construire des murs partout, car dans le monde entier, il y a 40 000 kilomètres de frontières. Alors, jusqu'où va aller ce besoin de construire des murs ? Alors, ce besoin de construire des murs, il n'est pas fait nécessairement pour arrêter l'immigration. Il est fait pour l'opinion publique, pour lui faire croire qu'on va arrêter l'immigration, ce qui est une nuance. Très subtile. Voilà. Et donc, on a eu en 2006 ce mur de M. Bush, président des États-Unis, qui a été construit le long de la frontière mexicaine. C'est un des murs les plus longs en termes de frontières. Il y en a d'autres plus longs dont je vais vous parler. C'est le mur le plus
contrôlé, mais aussi le plus traversé du monde, hein. On a à peu près 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. Donc ça montre que, quand même, c'est pas d'une efficacité totale. Aucun mur n'est intraversable. Voilà, on a un autre mur entre l'Inde et le Bangladesh qui fait 4000 km, qui a été fait parce que l'Inde craint les arrivées de populations du Bangladesh à cause des catastrophes environnementales, hein. Le Bangladesh est le pays parmi les plus pauvres du monde, le plus menacé, numéro 1 dans le monde pour les catastrophes environnementales, et notamment la montée de l'eau, hein, les inondations. Et donc, comme ils craignent une migration à la fois économique et environnementale, ils ont construit un mur. On n'est pas sûr que ce sera d'une efficacité absolue. Ensuite, on a un mur également, on a beaucoup d'autres murs dans le monde. On a le mur entre Ceuta et Melilla, je pense que je l'ai ici, qui est un mur complètement militarisé pour protéger de l'arrivée des Africains vers ce qu'est l'Espagne, puisque Ceuta et Melilla, c'est une enclave espagnole à l'intérieur du Maroc. Je crois que je l'ai ici. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est un mur complètement militarisé, mais à peu près tous les 2 ans, il y a une sorte d'assaut qui est fait par les sans-papiers africains contre le mur de Ceuta et de Melilla pour essayer de passer dans cette enclave espagnole, comme vous voyez sur la carte, du Maroc. Donc là aussi, efficacité discutable. On a également la fameuse Grèce, le passage Grèce-Turquie. Alors c'est plutôt du barbelé, j'y suis allée. Il y a des tas d'endroits où on peut passer quand même, hein, parce que le barbelé, il n'est pas partout. Ensuite, il y a une rivière que les gens traversent à la nage, etc. Donc c'est plutôt pour rassurer les Européens, pour dissuader les nouveaux venus. Hein, on a eu des quantités de barbelés qui se sont construits l'année dernière en Europe, dans les Balkans, comme on dit, c'est-à-dire toute l'ancienne Yougoslavie, mais c'est plutôt du dissuasif que véritablement d'une efficacité à toute épreuve. Si on voulait être efficace, il faudrait mettre un soldat tous les 100 mètres armé et dire voilà, vous tirez sur celui qui passe le mur. C'est le système du rideau de fer. Mais on n'ose plus quand même faire ça pour des réfugiés. Mais la Hongrie, je pense qu'il ne se passe pas facilement. Non, parce que en fait, la Hongrie est un petit pays, si j'ose dire, en termes géographiques. Donc, en fait, les gens prennent des taxis quand ils sont en Macédoine ou quand ils sont, par exemple, en Serbie. Ils traversent la Hongrie pour se retrouver en Autriche. Donc, ils font semblant de ne pas être passés par la Hongrie. Alors, on peut lire sur une pancarte brandie par un migrant à Calais « Where is your democracy? Where is your freedom ?» Alors, comment la France, le pays des droits de l'homme, on l'a rappelé tout à l'heure, a-t-elle réussi l'exploit de se rendre aussi inhospitalière ? Je pense qu'on est dans une sorte de peur de ceux qui ont peur, hein. Les politiques aujourd'hui sont dans une situation de peur à l'égard de la montée des extrêmes droites dans les pays européens, pas seulement en France. Et donc ça conduit à cette sorte d'escalade sécuritaire. Et les pays européens qui n'ont pas reçu beaucoup de réfugiés, hein, comme je vous disais, 3 millions en Turquie, en Europe on a reçu 1,2 million de réfugiés l'année dernière, qui était le pic de la crise syrienne. Donc pour un continent qui a quand même 506 millions d'habitants, 1,2 million, c'est pas colossal. Je pense que ça peut se gérer. Mais on avait l'impression dans les débats que c'était l'invasion absolue. Donc il y a une sorte de crispation autour de ce phénomène pour des raisons essentiellement électorales et aussi peut-être parce que les valeurs de droits de l'homme qui ont été tellement importantes après la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui sont considérées comme banales et le fait de les violer est assez bien accepté par une grande partie de la population. Alors on a évoqué Calais, mais il ne faudrait pas avoir l'impression, vous qui êtes très jeune, que les camps de réfugiés sont nés à Calais. Les camps de réfugiés ont une histoire. Le premier camp de réfugiés, c'était quand, Catherine Vittel de Wenden ? On en a eu beaucoup, on évoquait le Vietnam, mais surtout après à la fin de la guerre d'Espagne, on a eu des camps de réfugiés espagnols sur le sud de la France, à Argelès par exemple. Certains sont devenus des musées d'ailleurs, et certaines municipalités célèbrent l'histoire de ces Espagnols qui ont fait la retirada, comme on disait, c'est-à-dire qui se sont retirés vers les Pyrénées une fois que les républicains sont tombés, notamment en Catalogne. Donc on a ces camps de réfugiés, on en a d'autres également pour les Juifs pendant la guerre qui ont été construits en France d'abord pour les étrangers
comme le camp de la Briqueterie à côté d'Aix-en-Provence, qui est devenu également un musée d'évocation de ces camps. On a eu tous les camps, bien sûr, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les dissidents politiques, les homosexuels, les juifs, etc., dans tout ce qui était l'Allemagne, et puis ce qui est aujourd'hui un peu la Pologne, l'Autriche, etc. Et donc, les camps, c'est pas récent. On a eu le plus grand camp du monde, c'est le Darfour. Le Darfour, c'est un immense territoire donc à l'intérieur du Soudan, et il y a une telle responsabilité, dit-on, sur la scène internationale de l'État du Soudan, que le président du Soudan est sous mandat d'arrêt national, c'est-à-dire qu'il peut très difficilement quitter son pays à cause de l'affaire du Darfour, qui était une ville en réalité. Donc c'était vraiment plus qu'un camp, mais on a des quantités de camps dans le monde. J'ai un collègue qui s'appelle Michel Agier, qui est un anthropologue qui a travaillé sur ces camps. Il dit on est dans un encampement des étrangers. Aujourd'hui, dans une logique, on a aussi beaucoup de camps avec la crise des Grands Lacs en Afrique. On en a eu dans l'ex-Yougoslavie, etc. Donc on a une grande et une longue histoire de camps dans le monde, surtout au cours du XXe et du XXIe siècle. Et les premiers camps de réfugiés de l'ONU et du HCR, c'est 1951. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait justement la différence entre un camp de réfugiés en Afrique ou au Moyen-Orient et Calais ou Grande-Synthe, justement? Alors, il y a des camps qui sont gérés par la scène internationale et notamment par des grandes institutions internationales. Par exemple, pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie ou du Darfour, même les grandes organisations comme le Haut Commissariat aux réfugiés étaient sur place, ainsi que la Croix-Rouge, qui est un petit peu à Calais, mais moins quand même, pour d'une part délivrer des statuts de réfugiés à des gens qui se retrouvaient dans un pays qui n'était pas signataire de la Convention de Genève. Donc s'ils sont dans un pays qui n'a pas signé le droit d'asile, le Haut Commissariat aux réfugiés peut délivrer des statuts de réfugiés aux gens, ce qui leur permet déjà d'avoir un statut plus confortable que d'être apatride ou que d'être dans une situation d'irrégularité. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une aide internationale financée par les grandes organisations internationales pour les personnes qui s'y trouvent. Alors qu'à Calais, c'est un camp spontané. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui se sont organisés en camp, si j'ose dire. Ensuite, il y a des associations qui sont venues, qui ont fait un travail que j'admire chaque jour. C'est extraordinaire ce qui a pu être fait par les associations, mais avec des pouvoirs publics qui jouent plutôt la dissuasion. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle l'effet d'appel. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur la migration, j'ai jamais vu d'effet d'appel. Les gens, ils viennent pas pour la sécurité sociale. Quand on a 20 ans, on se fiche de la retraite ou de la sécurité sociale. Mais les gens croient ça dans la population. Donc, il y a ça, l'effet d'appel. Donc, il faut dissuader. Il faut dissuader. Et moi, ce que j'ai vu à Calais, c'est plutôt les forces de l'ordre qui étaient en train d'essayer de disperser ces jeunes pour faire en sorte qu'ils ne s'installent pas dans un coin particulier de la ville ou même à Sangatte. Et quand des profs de lycée, par exemple, ou des gens d'association apportaient des couvertures, de la soupe pour des gens qui ont 14 ans, eh bien, on disait non, il faut griller les couvertures parce que sinon, si vous les laissez, il y a des gens demain qui vont venir, qui vont s'installer, etc. De toute façon, les gens, ils s'installent. C'est pas les couvertures qui les attirent. Ils ont vécu des choses très difficiles, mais ce qui les attire, c'est l'Angleterre. Donc, comme Calais, pour un certain temps, sera toujours en face de l'Angleterre, l'effet d'appel, il ne va pas changer selon qu'on brûle les couvertures ou pas. Donc les pouvoirs publics sont contre l'action des associations. Alors maintenant, c'est un peu plus complexe, il y a une certaine coopération, mais difficile. Mais pendant longtemps, ça a été ça. Donc ça, c'est très différent du Darfour, où il y avait une sorte d'effort commun qui était fait par les organisations internationales et par les gens pour essayer de survivre au mieux dans ces camps. Oui, ça veut dire qu'en fait, la France est laissée seule face à sa jungle. Oui. Et comme la seule présence de l'État à Calais, on pourrait dire que ce sont les CRS, oui. Du coup, ça crée un problème humanitaire très grave parce que la jungle de Calais, c'est le plus grand bidonville d'Europe. Oui. Alors, qui abriterait en ce moment aux environs de 9000 migrants. Avec la Grande-Synthe maintenant, parce que voilà. Ils sont partis à la Grande-Synthe. Alors, Grande-Synthe, en majorité des Syriens, on l'a dit tout à l'heure, des Afghans,
et des Soudanais. Érythréens, Soudanais. Voilà. Alors, on pourrait dire que le plus grand bidonville du monde, on n'a pas de quoi être fier. Hein, c'est un peu la honte de notre pays, d'Europe. Mais qu'est-ce qui nous empêche finalement de faire des camps sur le modèle de ceux du HCR ? Alors, il y a une petite amélioration. J'y suis allée d'ailleurs du côté de Dunkerque avec la Grande Sainte parce que, alors, on voulait tellement dissuader que pendant très longtemps, à la différence de beaucoup de camps dans le monde d'ailleurs, les gens étaient à la belle étoile, comme on dit, c'est-à-dire on dormait à ciel ouvert à Calais. Vous savez, ici, vous habitez Lille. Vous verrez qu'en hiver, il ne fait pas très beau quand même. Hein. Il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent, il fait assez froid. Et encore plus à Calais parce qu'on est au bord de la mer et qu'il y a beaucoup de vent. Donc, les gens n'avaient pas de toit au-dessus de la tête. Alors que dans aucun autre pays européen, il y avait de camps sans toit. Donc l'amélioration qui a été faite, notamment à la Grande Sainte, c'est que les gens vont avoir des espèces de cubes, un peu comme les containers qu'on met sur les camions ou sur les trains, et puis des petits, avec une petite construction comme ça, qu'on met sur le bord de la mer, plus ou moins. Et donc ils auront un toit, ils auront au-dessus de leur tête, ils n'auront pas le ciel simplement. Donc ça, c'est une amélioration importante du point de vue sanitaire, du point de vue des personnes. Hein. Mais tout le monde n'est pas à la Grande Sainte. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup à Calais. Et à Calais, on est sous la tente. On est complètement dans une situation d'une très très grande précarité. Aucun autre point d'accueil de réfugiés en Europe n'est à ciel ouvert. Bon, il n'y a que le nôtre, effectivement, à Calais. Alors, aucun économiste n'a jamais réussi à démontrer un lien évident entre immigration et chômage, affirme Thibaut Gadjo, chercheur au CNRS, et quand il y a un lien, il est positif pour le marché de l'emploi. Alors, est-ce que la France a besoin de ces migrants ? Alors, oui, en partie. Parce que déjà, dans les périodes de croissance, pourquoi est-ce qu'il y a de l'immigration d'ailleurs ? On se dit, pourquoi est-ce qu'il y a de l'immigration dans les pays européens ? Parce qu'on a eu des phases de développement économique, de croissance économique, comme on dit, et notamment dans cette région, d'ailleurs très intéressante à étudier, à des périodes où on manquait de main-d'œuvre. Hein. On a eu une première vague de croissance économique importante à la fin du deuxième partie du 19e siècle. Beaucoup d'usines ici datent de cette période, hein, ce qu'on appelle des capitalistes, des capitaines d'industrie, et ils ont fait marcher la machine à vapeur, etc., dans le textile, puis on a eu les mines, etc. Et donc, c'était une période de très grande croissance économique, dans une période où on manquait de main-d'œuvre. Ça, c'était un problème majeur en France, hein, parce que la France avait commencé son déclin démographique à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on a fait venir, et il y a une troisième raison, c'est qu'on avait la possibilité de transporter les migrants, parce qu'il y avait eu des efforts considérables qui avaient été faits avec les chemins de fer et avec le passage du bateau à voile au bateau à vapeur. Le bateau à vapeur, il peut contenir beaucoup de monde, alors que le bateau à voile, pas beaucoup. Donc on pouvait faire venir massivement des gens, hein, des colonies, mais aussi des pays voisins avec le train, etc. Si ici, il n'y a pas de route, les gens ne peuvent pas venir. Donc on a eu le train, le bateau à vapeur, et puis un appel de main-d'œuvre de la part des employeurs, très important, donc de l'immigration. Dans cette période, on a eu à nouveau ensuite, on a eu 2 guerres mondiales, donc la France démolie, surtout dans cette région, et donc il fallait reconstruire. Donc on a fait appel à nouveau, puisqu'on manquait de main-d'œuvre, toujours, jusqu'en 1950, on a fait appel à des étrangers donc, qui venaient des pays voisins, de la Belgique, mais aussi des Polonais, des Italiens, les colonies, les Algériens, etc. Et donc on a eu ce décalage, si j'ose dire, entre croissance économique et main-d'œuvre. Donc ça, c'est un aspect essentiel pour comprendre le phénomène migratoire. Et aujourd'hui, alors ce qu'on dit sur cette période-là, c'est que la présence des immigrés, ça a permis aux Français de monter dans la hiérarchie du travail, parce que le travail le moins qualifié, il était fourni par l'immigrant, ou le plus pénible, etc. Donc les autres, ils montaient dans la hiérarchie, ce qui a été le cas dans toutes les années 60. On a eu une montée dans la hiérarchie sociale des gens sur le marché du travail grâce à l'immigration. Hein. Donc ça, c'était un facteur, parce que beaucoup d'immigrés étaient très peu scolarisés. Donc ils apportaient leurs bras, sûrement. Et alors que celui qui était scolarisé, même pas tellement bien, mais à mieux, il montait dans la hiérarchie. Donc c'était un facteur de promotion sociale et professionnelle des Français, par exemple, hein,
Et ensuite, ça a été un facteur de croissance économique parce que ça a permis d'être compétitif sur le marché du travail international pour vendre toute une série de biens qui étaient produits grâce à l'immigration, notamment l'automobile, l'industrie sidérurgique, la métallurgie et quelques autres industries textiles et autres qui étaient très développées dans les grandes régions industrielles de France. Donc c'était un facteur de croissance économique. Mais aujourd'hui, on a toujours besoin d'immigration parce qu'il y a des secteurs qui sont très mal pourvus et parce qu'on est dans un vieillissement de la population. L'âge médian en France et dans la plupart des pays européens, c'est 40 ans. Donc il y a autant de gens de plus que de moins de 40 ans. Dans les années 50, c'était 28 ans. Donc on a beaucoup vieilli, si j'ose dire. Et donc quand on a 75 ans, c'est difficile de travailler sur un chantier ou alors de ramasser les fruits et légumes dans les champs. Donc si on n'avait pas l'immigration, il y a des tas de métiers qu'on pourrait difficilement assumer. Et d'autre part, l'immigration, c'est aussi un facteur de compétitivité. Parce que souvent, les gens qui viennent de l'extérieur aussi, c'est des gens qui ont un autre regard sur des tas de choses. Parmi les créateurs, on a énormément d'étrangers, par exemple, qu'il s'agisse du design, de la mode, de toutes sortes, du roman, de quantité de choses. On a énormément d'étrangers parce que c'est des gens qui apportent un regard nouveau sur une société. Et donc, si on veut être compétitif sur la scène internationale, pas seulement dans l'informatique, mais dans des tas de domaines, c'est le cas par exemple aux États-Unis, entre autres, et bien souvent celui qui vient d'ailleurs, il apporte un peu plus. Donc c'est un phénomène de compétitivité sur la scène internationale. Il n'y a pas que les joueurs de foot, mais ils y contribuent aussi. Et c'est un facteur également d'activité sur le marché du travail qui peut elle-même créer. On manque de médecins par exemple à la campagne, etc. Il y a des tas d'activités pour lesquelles malgré le chômage, on a des manques de main-d'œuvre. Et puis ça donne une bonne image du pays d'accueil, ce qui ne fait pas de mal. Alors, des questions, des réactions, maintenant que nous avançons dans notre sujet. Vous avez sûrement des choses à nous dire, à Brice Vignon, à Catherine Wittol de Wenden. Oui, monsieur. Je ne suis pas sûre que le fait d'en recevoir plus se pose davantage de problèmes. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne, l'année dernière, il y a eu 1 million de nouveaux arrivants, et dont 680 000 demandeurs d'asile. Et en France, on a eu 79 000 demandeurs d'asile seulement. Donc il y a une grosse différence entre l'Allemagne et les autres pays européens. Mais l'Allemagne a une politique très active d'accueil. Et en France, il y a eu un manque, à mon sens, de volonté politique d'accueillir. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans les témoignages que j'ai pu entendre, c'était relayé de l'État jusqu'à la municipalité la plus petite. C'est-à-dire qu'il y avait un appel, voilà, il y a des réfugiés, et qui veut accueillir chez lui une famille. Donc c'était pour une semaine seulement, pour pas que les gens s'installent, comme on dit, s'incrustent, comme disent les étudiants. Donc une semaine seulement. Et dès que quelqu'un, dans une petite ville ou dans une grande ville, disait « moi je peux accueillir pour une semaine une famille », eh bien, il avait le lendemain matin un coup de téléphone de la municipalité qui disait voilà, on vous envoie telle famille pour une semaine et ensuite il va changer, etc. Donc c'était relayé de l'État jusqu'au land, ensuite dans la ville et ensuite jusqu'à la famille de la personne. Donc c'était une politique très 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 dynamique, si j'ose dire, et on sentait une volonté politique. En France, il y a des tas moi j'ai fait beaucoup de débats associatifs cette année, puisque le sujet de migration est devenu très important. Et donc, moi j'ai rencontré beaucoup d'associations qui disent, nous, on serait prêts à accueillir, et des familles aussi. Mais souvent, en disant, chez nous, il n'y en a pas de Syriens ou, de nouveaux réfugiés, donc on ne sait pas du tout qui accueillir, parce qu'il n'y a rien, etc. Mais il y aurait pu avoir ce relais, qui aurait été une ouverture pour la population. Et dans les cas rares, dans des endroits qui ne sont pas des très grandes villes où il y a eu des accueils, les gens au début, avant d'avoir vu les personnes, ils étaient complètement tétanisés. Je prends un exemple par exemple dans la région dans l'ouest de la France, on leur a dit vous savez, il va falloir accueillir 3 Soudanais. Alors les gens, ils se faisaient une idée du Soudan, ils ont cru qu'ils allaient être coupés en morceaux et ils se sont aperçus que c'était des jeunes très sympathiques qui étaient diplômés d'université, et d'ailleurs il y en a un qui n'est pas resté parce qu'ensuite il est allé retrouver ses copains dans une grande ville du coin, etc. Et que c'était des gens formidables et qu'une fois qu'ils sont partis, presque le village pleurait parce qu'ils étaient partis. Donc souvent le fait de rencontrer les gens,
ça change beaucoup de choses. Et je suis sûre que dans ce coin, eh bien, ils auront une autre image des Africains en général et des Soudanais en particulier, parce qu'ils ont eu cet accueil, par exemple. Donc, la volonté politique n'y était pas, mais dans le tissu associatif, il y avait beaucoup de relais possibles qui n'ont pas été utilisés pour avoir cette solidarité à l'égard des réfugiés. Il faudrait une meilleure organisation à la française. D'autres questions, réactions? Oui, monsieur? Alors, il y a une tentative de scolariser les enfants. Un des gros problèmes qu'on va payer, si j'ose dire, dans quelques années, c'est le fait que beaucoup de ces jeunes qui viennent de pays en crise depuis des années, Afghanistan, Irak et surtout Syrie, vont être déscolarisés pendant plusieurs années. Et des enfants qui ont été déscolarisés pendant 5 ans, c'est une séquelle énorme ensuite à rattraper. Donc ce qu'on essaye, c'est de limiter le temps pendant lequel ils n'ont pas été scolarisés ou de rattraper un peu ces périodes-là. Et il y a une tentative de politique de scolarisation systématique des enfants qui n'ont pas été scolarisés pendant plusieurs années, donc, mais avec un résultat limité parce que parfois la précarité de la situation est telle que c'est difficile de l'envisager. Ou par ailleurs, il y a un autre problème qui est très grave, c'est que en France, comme dans tous les pays européens, on a signé la Convention sur les droits de l'enfant de 1989 qui oblige à scolariser les enfants ou à former les plus grands jusqu'à 18 ans. Et une fois qu'ils ont 18 ans, ils sont sans papier. Ça, c'est le vrai problème. Et on les met dehors. Et on les met dehors. Et il y a des enfants, des jeunes qui sont dans les lycées parisiens, donc imaginez, qui vivent sous la tente à même le trottoir du côté du canal Saint-Martin. Donc, et comment suivre des cours sérieux dans un lycée quand on dort sous la tente le soir? Et ça, c'est une réalité qui est en France, qui n'est pas en Afghanistan, à cause de la stupidité de la législation. Et il y a des associations à Calais qui s'occupent de scolariser les migrants, mais de tout âge. Absolument, il n'y a pas que les jeunes, bien sûr, il y a tous les niveaux, et puis il y a aussi l'apprentissage du français, qui est un sujet important pour les enfants, mais surtout pour les adultes. Et tout ça est fait par des associations. Oui, monsieur ? C'est une très très bonne question et je vous en remercie, surtout dans cette région où de peu finalement on a heureusement échappé à cette éventualité d'être géré par le Front National. En fait, je dirais aux gens, prenez le métro ou prenez le train, simplement. Ce matin, par exemple, moi c'est mon métier, je travaille sur l'immigration, donc j'y pense, je me dis, si les gens du Front National voyaient ça, peut-être qu'ils changeraient d'idée. Si vous prenez le métro, par exemple, tôt le matin, ce qui n'était pas mon cas, puisque j'avais un train à 10h40, mais il m'arrive de prendre le métro à 6h du matin, vous croisez des tas de gens dans le métro. Moi j'habite sur la ligne 13, du côté de Montparnasse, donc je suis au milieu de la ligne. Et donc le matin, il y a des gens de couleur, tous de couleur, souvent je suis la seule blanche dans le wagon, qui ont leur sac à dos, des hommes qui vont sur des chantiers, des femmes qui vont garder des personnes âgées ou qui vont travailler à l'hôpital. J'habite près de l'hôpital Necker. Et il n'y a que des gens colorés. Donc c'est des gens qui ont des métiers, des boulots, comme on dit, qui sont mal payés, mais qui sont des vrais métiers où on commence tôt le matin, etc. Il n'y a pas de blanc, parce que c'est des métiers souvent pénibles, mal payés, parfois un peu instables, irréguliers dans l'année, etc. Donc déjà, il devrait prendre le métro à 6h du matin. Il verrait qui y a dans le métro, y compris le samedi matin d'ailleurs. Il y a plein de gens colorés qui, tôt le matin, prennent des métiers, embauches, comme on dit, tôt le matin. Donc prenez le métro. Deuxième, allez à la gare. Moi, je suis allée ce matin à la gare du Nord. À la gare du Nord, je demande, parce que j'avais une carte, je ne savais pas quel était mon compartiment, donc je vais au guichet. Au guichet, vous avez des gens qui sont tous issus de l'immigration. Des gens qui sont issus de l'immigration maghrébine ou qui viennent des Antilles ou qui viennent... Donc déjà, c'est des métiers que ces gens occupent parce que les autres trouvent que c'est mal payé, que c'est pas très intéressant, etc. Le type qui passe la serpillière et qui nettoie la gare, il est aussi de couleur. Ceux qui transportaient sur des espèces de petites, des petites transports comme ça sur roulette, les valises, c'était des gens qui étaient visiblement africains. Donc là aussi, donc ce sont des gens qui travaillent, qui contribuent à la richesse de la société française par la production de travail. Il suffit de regarder s'ils vont à Roissy,
les jeunes femmes qui les accueillent, qui sont souvent charmantes, elles sont issues de l'immigration du 93, le département de Seine-Saint-Denis. Ceux qui contrôlent les bagages, c'est des garçons du 93. Il faut regarder les gens et voir que ces gens, ils travaillent pour la plupart et qu'ils ne prennent pas le travail des Français, parce que souvent les Français de souche, comme on dit, ce qui est une idiotie, mais enfin bref, ils ne prennent pas ces métiers-là parce que c'est des métiers qui sont mal payés et donc ils essayent de s'insérer ailleurs sur le marché du travail, ce qui permet d'ailleurs aux Français de monter dans la hiérarchie professionnelle, comme je l'ai dit. Oui, mais je rebondis sur ce que disait monsieur. Ce que vont vous répondre les gens du Front National, c'est que justement, les Français voudraient faire ce travail. Je ne suis pas sûre qu'ils aimeraient passer la serpillière dans le métro, ni garder des personnes âgées à 6 heures du matin. En même temps, s'ils n'ont pas de travail, après ça se discute. Malgré cela, les Français ne sont que très rarement en compétition avec les étrangers sur le marché du travail, sur ces métiers-là, en tous les cas, qui sont les métiers plutôt des gens assez peu qualifiés. Et même dans les métiers très qualifiés, aujourd'hui, on prend des Roumains ou des Bulgares pour être médecins de campagne, par exemple. Ce qui veut dire que les Français, médecins, ne veulent pas aller dans Lozère faire ce métier-là. Donc même dans des métiers qualifiés, on a aussi des pénuries de main-d'œuvre qui sont remplies par des nationalités bien précises. Les concierges à Paris ne sont plus Pauline Carton dans les anciens films des années 60, qui était un emblème de la concierge parisienne que moi d'ailleurs j'ai jamais connue, blanche, etc. Des Portugaises, des Algériennes, les boulangers à Paris sont algériens. Parce qu'ils ont sans doute appris à faire ils connaissent le pain français, mais bon, c'est une réalité. Celui qui a gagné le meilleur fabricant de pain à Paris, c'est un Algérien, et une autre année, c'était un Tunisien. Donc, que les gens ouvrent les yeux, qu'ils voient la réalité. Parce qu'il faut se lever à 4 heures du matin pour faire du pain. Je confirme, parce que je travaille pour 2 grands laboratoires français. Donc, le premier, c'est le laboratoire Fournier, qui était à Dijon, et le deuxième, Beaufort-Ipsen. Et c'est vrai que quand on voit les employés du siège, ce sont surtout les blancs et très 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 peu les blancs, les noirs ou les jaunes. Nous faisons vraiment partie des rares personnes qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques. C'est un manque de mixité dans tout ça. Une dernière question, peut-être pas. Madame, elle voulait en poser une, et ce sera la dernière avant de terminer. Autrefois, on aurait dit qu'il était breton ou qu'il était ceci ou cela. Donc, les plus pauvres sont souvent les plus stigmatisés. Aujourd'hui, il y a une crispation sur les origines, comme dit un de mes collègues qui est Gérard Noiriel, qui est un historien, parce qu'on n'a plus d'analyse aussi en termes de classe. Et on a remplacé l'analyse en termes de classe par une analyse ethnicisante, qui expliquerait tout par les origines. J'ai un autre collègue qui est un démographe qui adore les débats, qui s'appelle Hervé Lebras, qui dit le démon des origines. Aujourd'hui, on veut tout expliquer par les origines. Or, souvent, la catégorie sociale, les conditions sociales dans lesquelles on a vécu sont plus explicatives que les origines, entre guillemets. Vaste question auquel on n'aura évidemment pas répondu dans son ensemble. En tout cas, l'heure de fin de ce débat arrive. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre participation, qui cette année était très bonne, je le remarque. Donc je crois que Hugues Perdriau sera tout à fait de mon avis. Ensuite, merci à Catherine Vitol de Wenden et à Vuong Duybin, Brice Vignon, d'avoir participé à ces échanges. Et bien sûr, un très grand merci à Florence Bouvet et à toute l'équipe de l'International Academy pour l'organisation de cette conférence débat et plus généralement de cet après-midi un peu spécial qui va se poursuivre dans quelques minutes.